Chapitre 19 du masque de la féminité. Entre une femme et un homme, tous deux non fardés, chauves et nus, il y a très peu de différence. À l'exception des organes qui servent à la reproduction de l'espèce, tout ce qui distingue aujourd'hui l'homme de la femme est un produit artificiel. L'enfant homme devient homme en développant son intelligence et sa productivité, fille de son intellect, alors que son aspect extérieur demeure presque inchangé. L'enfant femme devient femme à la suite d'un abêtissement graduel et d'une transformation de son aspect extérieur. La différenciation exagérée des sexes est donc exclusivement son œuvre. Pour atteindre la virilité, un homme subit, nous l'avons vu, un dressage des mains de la femme. Quant à elle, elle se métamorphose au moyen d'une mise en scène dont elle est l'auteur. Elle devient féminine à grand renfort de cosmétiques, de coiffure et de déguisement. Cette féminité artificielle se compose de deux éléments. L'accentuation que nous avons déjà décrite de ses caractères sexuels secondaires et le port du masque qui lui confère une étrangeté voulue. À force de masques nombreux et divers, elle arrive toujours à atteindre son but. Marquer autant que possible la différence entre elle et l'homme quel qu'il soit. L'accentuation de ses caractères sexuels secondaires la rend désirable à l'homme et sa mascarade la voile d'un mystère grâce auquel elle devient pour lui le sexe étrange, chatoyant, l'autre sexe, si bien qu'il se soumet encore plus volontiers à elle. À l'aide du vaste éventail de possibilités de transformation dont elle dispose, une vraie femme a chaque jour un aspect légèrement différent. Et chaque fois, elle surprend l'homme une fois de plus, frappe son imagination. En outre, elle gagne du temps. Pendant qu'il peine pour redécouvrir la femme d'hier sous son apparence nouvelle, elle peut, en toute tranquillité, réaliser ses projets, manœuvrer, acculer l'homme si possible dans l'impasse d'où il ne sortira plus, détourner son attention de l'odeur de putréfaction que dégage, sous un masque séduisant, un esprit en constante décomposition. Sous un masque séduisant, un esprit en constante décomposition. Un esprit en constante décomposition. Par conséquent, vis-à-vis d'une autre femme, une femme se considère seulement comme une matière première. Ce n'est pas le matériau qui compte, mais ce qu'on tire de lui. Sans maquillage, sans coiffure et sans parure, les femmes n'existent pratiquement plus. Ce qui explique pourquoi tant d'entre elles vont et viennent avec un sans-gêne total, hérissées de bigoudis et le visage enduit de gras. Elles ne sont pas là. Elles ne seront là qu'une fois prêtes. Elles se convainquent de cette fiction d'autant plus facilement que l'intelligence ne les gêne pas. Elles se convainquent de cette fiction d'autant plus facilement que l'intelligence ne les gêne pas. Pour que cette métamorphose en femme réussisse, elles ne s'épargnent aucun mal. Aucun soin de beauté ne leur demande trop de temps, ne leur coûte trop cher quand il s'agit de fabriquer le produit fini qui les distingue de l'homme de façon si frappante. Plus la femme s'enduit la peau de gras et plus cette peau s'affine et se différencie de celle de l'homme. Chaque fois qu'elle ondule ou boucle sa chevelure, c'est un pas de plus dans le sens de cette différenciation. Et quand elle cerne ses yeux d'un phare sombre, ils ne deviennent ni plus beaux que ceux de l'homme, certes, mais ils semblent autres, étranges, mystérieux. Aujourd'hui, on a presque oublié ce sens originel de la mascarade féminine. Comme la femme de la bourgeoisie, grâce au bien-être que lui procurent les hommes, est passée au cours des dernières dizaines d'années du stade de la ménagère occupée à celui d'une sorte de fille entretenue, sa comédie intéressée d'autrefois a acquis, en ce qui concerne son aspect physique, un caractère évident d'autonomie. Avec le temps et l'argent dont elle dispose, elle doit plus que jamais se distraire. Comme jouer avec son corps est l'une de ses distractions préférées, son seul plaisir souvent, car il faut bien qu'une maîtresse de maison fortunée remplace par quelque chose le peu de travail qu'elle ne fait plus, tout et tous l'encouragent à forcer ce jeu. Les hommes qui produisent les outils de ces phares, ou projettent et réalisent ses vêtements et ses coiffures, ceux qui vivent de lui proposer sans cesse de nouvelles variations à cette mise en scène perpétuelle, journalistes de la radio féminine et des périodiques féminins. Ainsi se développe chez les femmes toute une culture qui leur est propre.
Une série d'occupations artificielles à l'ombre desquelles elles mènent entre elles une vie absolument sereine qui les entraîne sur des hauteurs, disons plutôt dans les profondeurs. Des hauteurs où l'homme qui n'est pas un esclave spécialisé voué à ce jeu ne peut plus les suivre. Voici par exemple le conseil que donne un hebdomadaire féminin réputé à une lectrice qui se plaint d'avoir à ses lèvres des plis pas trop profonds. Veillez à ce que la muqueuse de vos lèvres demeure souple. Brossez-les chaque jour doucement avec une brosse à dents humide. Enduisez-les plusieurs fois par jour de pommade. Faites votre choix parmi les rouges à lèvres sans reflet nacré car ils ne s'infiltrent pas aussi bien dans les rides. Voici d'autres conseils à toutes les lectrices. Mesurez-vous bien. Votre tour de hanche ne doit pas dépasser votre tour de taille de plus de 25 cm, ni votre tour de buste de plus de 8. Brossez toujours vos sourcils et disposez-les bien avant de les retracer. Ne les colorez pas d'un trait uni, mais par petits coups de pinceau, poil par poil. Pour faire naturel, ajoutez quelques traits presque perpendiculaires près de la racine du nez et n'oubliez pas de mélanger deux couleurs, par exemple du gris et du brun. Suspendez un miroir dans votre cuisine. Il vous aidera à vérifier si vous ne grimacez pas inconsciemment en préparant vos repas et si votre front demeure lisse. Il vous rappellera également le désordre de votre coiffure. Et les femmes sont reconnaissantes pour chaque nouvelle règle du jeu qu'on leur propose. Elles mesurent leur tour de hanche, brossent leurs lèvres, peignent leurs sourcils par petits coups et, pour éviter de se rider, suspendent des miroirs partout dans leur cuisine. Elles attendent ensuite qu'on leur propose un nouvel amusement. Il existe vraiment des femmes qui baignent quotidiennement leurs seins pendant 10 minutes dans l'eau froide. Ça les raffermit. Qui sans être malades s'enduisent d'huile chaque matin, le corps entier, qui tous les 2 jours s'endorment avec au moins 30 bigoudis sur le crâne et qui mettent plus d'une demi-heure uniquement à se farder. Et comme grâce à ces activités que l'homme juge absurdes, ces femmes lui paraissent de plus en plus étranges et imprévisibles, par conséquent de plus en plus féminines, c'est fréquemment à elles qu'il s'asservit de plus en plus volontiers. Entre-temps, le jeu se poursuit. Toute femme qui veut elle aussi s'y livrer et ne pas perdre contact avec cette coterie doit sans cesse observer de nouvelles règles. Car les hommes sont depuis longtemps sur la touche. Les exigences des femmes, les unes envers les autres, sont énormes. Les possibilités de distraction que leur offre leur corps ne font que croître à l'infini. Il est donc inévitable que beaucoup de femmes s'arrêtent à mi-course pour se consacrer de nouveau aux amusements du ménage. Du fait des différences de revenus des maris, il se crée ainsi des différences de classe entre les femmes selon la cherté des masques qu'elles portent, les premières servant d'idole aux autres et leur offrant une sorte de plaisir de substitution grâce à la perfection d'une mascarade que toutes suivent de près par le truchement des publications féminines spécialisées. Mais même pour les femmes dont les masques sont ceux de la classe moyenne, les règles du jeu se compliquent sans cesse. Par exemple, elles ne peuvent plus se baigner l'été sans un maquillage résistant à l'eau, des jambes et des aisselles scrupuleusement épilées, le corps enduit de gras, les cheveux relevés sous un bonnet de bain à fleurs de caoutchouc. Pour aller au supermarché, il leur faut au moins une crème de jour mate, un soupçon de rouge à lèvres et une ombre brun clair autour de l'œil. Pour les enterrements, il existe un fond de teint très clair et un rouge à lèvres presque invisible sous la mantille noire. Se farder et s'habiller pour un cocktail des plus simples où elles ne resteront peut-être que 2 minutes leur demande des heures. Il suffisait hier d'un simple trait sous les paupières, aujourd'hui il en faut 3, blanc, or et vert. Pour leurs lèvres, elles doivent avoir de la crème, un crayon à dessiner les contours, une autre crème nacrée et une poudre spéciale. Elles ne peuvent plus se coller leurs faux cils d'un seul coup, comme précédemment, mais cils par cils, ça fait plus naturel. Et à leur chevelure, elles mêlent de plus en plus souvent des faux cheveux qui, naturellement, doivent être tenus aussi propres que les vrais et toujours fraîchement bouclés. Rien que pour faire ses yeux et ses sourcils, voici ce dont une femme a besoin. 2 bandes de faux cils avec, pour les fixer, une colle spéciale et une pincette, un bâton de noir mascara, du fard spécial pour cils, un eyeliner, 3 fards de couleurs différentes pour les paupières, 2 fards bruns, de la poudre brune avec un pinceau au poil coupé obliquement, une petite brosse à sourcils, du tissu huileux pour le démaquillage et une crème spéciale pour les yeux.
Les hommes ont beau adorer leurs déesses étranges et scintillantes, si féminines, ils n'acceptent pas de les voir, heure après heure, esclaves de leur miroir, et cette évolution leur devient de plus en plus désagréable. Tout comme pour les soins du ménage qui choquent à leurs yeux la dignité humaine, ils n'arrivent pas à concevoir le plaisir que les femmes tirent de leurs soins de beauté. Tout homme est capable de juger de l'absence totale de valeur que comporte le temps passé à se mettre 3 couleurs différentes sur les paupières, tout comme il sait qu'il n'a nul besoin d'avoir une plante verte dans sa chambre à coucher, ni de rideaux de dentelle à sa fenêtre. Mais il croit, comme pour le travail ménager, que ce sont les autres hommes et la société qui exigent qu'une femme s'occupe de toutes ces choses. Et il le déplore et se sent personnellement responsable de cette évolution. C'est qu'il a conscience d'accorder, comme tous ses semblables, une grande valeur à l'aspect d'une femme, à son symbolisme sexuel et à une certaine étrangeté que lui confère son phare, sans exagération toutefois. Il ne se demande pas ce qu'il y a d'autre en elle qui pourrait l'attirer. Sa bêtise, sa pauvreté de sentiments, il en déduit au contraire qu'en s'occupant inlassablement de son corps, elle cherche avec seulement un peu trop de dévouement à lui donner ce qu'il demande et, profondément ému, il se sent plus coupable que jamais. Avec ses besoins primitifs, se dit-il, il transforme sa propre femme en objet de désir. Il opprime sûrement toutes les qualités précieuses qu'elle a en elle. Il pourrait les chercher longtemps. Et évidemment, il passe une fois de plus juste à côté de la vérité. Car dans son propre intérêt, il refuse d'admettre que l'ensemble de cette évolution constitue le plus haut niveau qu'ait atteint jusqu'ici la culture féminine, que la mode et les cosmétiques ne transforment pas les femmes en objets, mais que l'emploi constant qu'elles en font en tant que sujet correspond à une activité intellectuelle et spirituelle d'une primitivité absolue. Et il y a encore quelque chose qu'il ne peut savoir, c'est que la manière dont une femme se crée, pour ainsi dire chaque jour, une nouvelle personnalité, cette façon continuelle, grâce aux masques divers qu'elle arbore, de se métamorphoser en une étrangère à elle-même, non seulement l'amuse, mais satisfait ce besoin très faible de religion qui, comme nous l'avons vu dans le chapitre sur l'angoisse de la liberté, est conditionné par sa carence intellectuelle. Chaque étape de cette transformation perpétuelle exige d'elle une attitude critique, neutre, envers elle-même. Pratiquement, elle est obligée de se considérer avec les yeux d'une observatrice étrangère et de vérifier ainsi son œuvre 1000 fois au cours d'une même journée. Il s'ensuit, lorsque la métamorphose est réussie et que sa mascarade comble les exigences des étrangers et même les dépasse, qu'elle est capable de s'admirer vraiment sans en ressentir la moindre gêne. Ce nouvel artifice la met à même de pouvoir s'adorer et lui permet d'ignorer tous les systèmes grâce auxquels l'homme cherche à apaiser l'angoisse que lui cause sa liberté. Idéologie, religion, adoration d'un être autre que soi. Tout ce que les femmes entreprennent et qui sert toujours à les embellir force les hommes à en tirer une conséquence logique. Les femmes n'admettent en aucun cas que les hommes sont beaux, même quand elles ont de la considération pour eux. Elles le disent, un homme ne doit pas être beau. Et les hommes reprennent cette phrase passée en proverbe sans même une arrière-pensée. Manifestement, non seulement ils ne doivent pas être beaux, mais ils ne pourraient l'être, même s'ils le désiraient, aux yeux des femmes. Si les femmes se trouvent belles, et personne n'en doute, dans toute la niaiserie de leur mascarade, il est évident que l'homme, dans ses vêtements uniformes, avec son visage sans fard, leur paraît dépourvu de beauté. Pour la femme, l'homme est dans le meilleur des cas de la matière première, une ébauche. Dans un certain sens, il lui semble toujours laid, si bien qu'elle peut ignorer totalement son physique au moment de faire son choix et se décider en toute liberté, c'est-à-dire d'après le niveau de vie qu'il peut lui offrir. Cette condamnation doit avoir choqué récemment des hommes particulièrement sensibles, puisqu'ils ont essayé de s'embellir, d'après l'étalon de la beauté féminine, pour tenter sans doute d'impressionner les femmes par leur aspect extérieur. Cette tentative de percer a pour ainsi dire échoué. D'abord, il est impossible que les hommes atteignent, du soir au matin, l'idéal que les femmes cultivent depuis des générations. Les cheveux longs d'un homme sont loin d'être aussi soyeux, sa peau est plus rêche et son habillement n'a pas l'extravagance exquise de celui de la femme.
Ensuite, les légions d'hommes asservis ont réagi immédiatement en expulsant ces traîtres de leur communauté et en leur interdisant autant que possible toute possibilité de gain. Aujourd'hui, seuls parmi les hommes portent encore des masques ceux qui, poètes, peintres, musiciens d'orchestre beat, comédiens, journalistes et photographes, gagnent justement leur vie grâce à leur mascarade qui fait d'eux les bouffons de la bourgeoisie. Chacun d'eux, ou presque, a une femme qui redépense aussitôt cet argent. Pour le poète, c'est sa muse, pour le peintre, son modèle, et pour les jeunes musiciens de l'orchestre beat, la groupie qui vit à leurs frais. Et si jamais cheveux longs et colliers devaient s'imposer pour les hommes, ça arrive parfois tous les 100 ans que la mode masculine enregistre de petites variations dues à l'évolution des conditions du travail. Ces cheveux longs auraient bientôt exactement la même longueur et le collier deviendrait aussi discret et aussi réservé que la cravate dont il aurait pris la place.